Karim El Moufti, vous vous dites que le G7 a encore de l'avenir, puisqu'il y a encore des manifestants qui manifestent. C'est un petit peu une tradition, c'est devenu une tradition au fur et à mesure des G7 contre une certaine forme de mondialisation. Oui, on connaît bien les altermondialistes. Ils sont régulièrement là. C'est d'ailleurs une très bonne forme d'expression démocratique qui quand même s'essouffle de par le monde, qui même s'essouffle en Europe. On voit un peu les populismes poindre ici et là. On voit les démocraties tousser ici et là. On voit l'extrême droite arriver au pouvoir quand même dans de grands pays. Et le fait de voir une mobilisation citoyenne européenne à Genève pour justement crier une autre voix, pour demander des comptes aussi, parce que le G7 a une responsabilité terrible en termes de gestion de la relation avec les États-Unis, de la gestion des conflits, de la gestion de cette sortie de mondialisation à laquelle on est en train de vivre, la gestion justement de la technologie et de l'avènement de l'IA. Donc il y a beaucoup de choses à critiquer et je pense que cette expression démocratique est très bienvenue dans le cadre de ce G7 justement. On va rejoindre Genève où Alban Mikosi nous attend parce qu'il y a beaucoup de monde avec des revendications très claires. À mes côtés, Benjamin qui lui est français et vient de Salanches. On a vraiment 7 dirigeants qui vont se réunir à Évian, dont Donald Trump, qui vraiment est l'incarnation de ce qu'on ne veut pas, le masculinisme, le capitalisme à outrance, les affaires également. Et on voit que c'est ce qui pourrait nous arriver l'année prochaine en France et c'est vraiment ce dont on ne veut pas. On veut la paix, on veut de la solidarité, on veut un retour des services publics et que le peuple soit écouté. Karim El Moufti, j'entends bien ces manifestations qui depuis longtemps manifestent contre le G7, mais en fait le G7, excusez-moi, puisqu'on parle quasiment uniquement de Donald Trump, il a perdu quand même de sa superbe. Est-ce que c'est pas plus un symbole qu'on conteste que la réalité de ce que peut faire le G7 ? Oui, c'est intéressant de voir l'évolution justement des revendications. Lorsqu'on contrait en tant qu'altermondialiste la mondialisation supposée heureuse début des années 90, effectivement, là, c'était vraiment le commerce international, c'était la mondialisation qui a tout délocalisé petit à petit en Chine, on en voit le résultat aujourd'hui. C'est une mondialisation aussi qui a normé, on a vu aussi l'explosion des normes en Europe, aux dépens des souverainetés nationales, aux dépens des priorités dont certaines viennent d'être dites par un manifestant, les services publics notamment. Aujourd'hui, on en voit aussi le résultat. On voit un glissement vers une demande de pacification, une demande de stabilisation, une demande justement d'éjecter les valeurs qu'incarne Donald Trump, ce capitalisme carnassier, cette diplomatie du profit, l'utilisation complètement abusive de la première armée de l'histoire de l'humanité, l'armée américaine, qui multiplie les guerres et les interventions. Et on a vu les drapeaux palestiniens, libanais sur la place. Donc effectivement, aujourd'hui, cette expression démocratique, du moins ce qui reste de la démocratie dans le contexte occidental, est plus une manifestation anti-américaine, anti-régime américain Trump, que celle que symbolise le G7, anciennement G8, parce qu'on en a expulsé la Russie, donc contre justement ce club des pays producteurs les plus riches de la planète, sachant qu'aujourd'hui il y a un Sud global qui s'organise. Je parlais des BRICS notamment, qui deviennent vraiment concurrents avec le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Russie. Voilà, donc c'est un club, donc le G7 est un club, donc c'est un club concurrent. Il a aussi n'a pas énormément pris en poids et en influence ces dernières années, quoique les opportunités existaient, mais on a vu que c'était là aussi la politique de Donald Trump. Donald Trump, il veut aussi pas seulement diviser l'Europe et l'Occident, il veut aussi diviser le Sud global. Il s'agit aussi de détacher la Russie de la Chine, de détacher la Chine de l'Afrique du Sud, de récupérer le Brésil, qui est aussi sur son agenda après Cuba. Donc il s'agit pour lui de casser ces clubs, et je pense qu'on va avoir droit à certaines sorties de route qui feront la délectation de vos confrères à l'arrivée de Donald Trump demain. Ce G7, ce qui est sûr de ce qu'on vient de dire, c'est que ça n'est plus le directoire du monde. On l'a bien compris pour plein de raisons. Mais la question qui se pose et qu'on a commencé à aborder, c'est est-ce que ça peut
continuer à rester le directoire de l'Occident, ou est-ce que vraiment ça n'est plus possible? Oui, le G7, le G8 avant, effectivement, alors on n'a jamais pris vraiment des décisions, mais représentait un certain symbole de cet Occident triomphant. Après la fin de la guerre froide, de cette Amérique triomphante, cette hyperpuissance, comme l'appelait Hubert Védrine à l'époque, une hyperpuissance qui a pris des formes quand même monstrueuses. On parlait de monstres tout à l'heure, et ce rejet justement des manifestants, de ce qui fut il y a 30 ans les multinationales et la culture du profit carnassier qui va détruire les systèmes sociaux. Aujourd'hui, ces 7 pays sont les pays qui ont, moins les États-Unis, sont les pays qui ont les systèmes sociaux les plus performants, qui ont des États-providence qui essayent de survivre. Et aujourd'hui, avec la crise économique poussée par le régime Trump, avec ses affidés russes et chinois, on voit aujourd'hui une demande, véritablement, et une peur que le dernier rempart de ce système social ne soit emporté par le tsunami Trump, d'où cette colère qu'on entend dans la rue. Et Donald Trump, il arrive alors en champion de MMA au G7 à Évian. Ça veut dire qu'il veut en découdre, selon vous, Karim El Mufti? Oui, c'est sa politique, en bon empereur romain. Il amène le Colisée et une arène de gladiateurs jusqu'à lui. Pas n'importe quel sport en plus, l'un des plus violents, l'un des plus spectaculaires, qui projette justement ce véhicule de masculinisme et de virilisme, et pour dépeindre les Européens justement à l'antithèse de tout cela, comme les faiblards, ceux qui ne se mouillent pas, ceux qui ne font pas le job, ceux qui ne financent pas l'OTAN, ceux qui ne se mouillent pas au détroit d'Ormuz. Et il va rappeler tout ça tout de suite à l'atterrissage, si ce n'est déjà sur son réseau social Truth Social depuis l'avion. Il y a un fait monarchique qui est en train de s'installer aux États-Unis. D'ailleurs, l'opposition américaine ne s'y trompe pas. Il y a un tyran qui est en train d'émerger. L'Europe ne réalise pas encore qu'elle est un espace de prédation. D'ailleurs, c'est pour ça que ce cri de colère de Genève est justement aussi une manière de s'exprimer auprès des régimes européens et de dire attention, nous ne voulons pas être des proies. Tyran, le mot est fort. Mais c'est pas Tyran, le mot est fort. Les opposants. C'est volontaire. C'est volontaire. Les Mais opposants. c'était pas le cas. C'est un tyran en devenir.